Emmanuel, vous travaillez à Seine-Grand-Lac. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette institution et le rôle que vous occupez dans cette institution? Alors, Seine-Grand-Lac est l'établissement public territorial de bassin qui finalement gère les flux des grands cours d'eau sur le bassin Seine-Amont. Et donc, nous exploitons dans le cadre de Seine-Grand-Lac les 4 grands lacs réservoirs qui sont sur la Marne, sur l'Aube, sur la Seine et sur l'Yonne. Et en plus, nous gérons, et c'est notamment dans ma direction de l'action territoriale et de l'hydrologie, nous essayons de comprendre les mécanismes hydrologiques et hydrauliques sur l'ensemble du bassin Seine-Amont pour gérer le risque inondation et le risque de sécheresse sévère à l'échelle de ce bassin. Mais le dérèglement climatique, quel effet cela va-t-il avoir sur votre activité? Est-ce qu'il y a de nouveaux risques qui apparaissent? Alors justement, on s'est vraiment posé la question comme ça parce que ces 5 dernières années, on va dire qu'on a un peu vécu tout ce qu'on aurait imaginé pas pouvoir vivre. L'année 2024, on a eu par exemple 12 épisodes de moyenne crue sur la Marne et 2022-2023 des sécheresses très importantes. Nous, ce à quoi on s'attend, c'est d'avoir probablement, et ça c'est ce que dit le GIEC, plus d'humidité, plus de pluviométrie en hiver, donc plus de crues en hiver. Mais là, on va dire que les ouvrages sont faits pour ça. Les sécheresses aussi, plus fortes l'été, mais plus longues. Donc ça, c'est une vraie problématique parce que pour donner un ordre d'idée, normalement, notre soutien d'étiage estival dure de juin à novembre. De juillet à novembre. Et en 2022, nous avons commencé le 1er juin et nous avons fini en décembre. Donc là, on se dit effectivement qu'on a potentiellement une vulnérabilité. Et le pire pour nous, et on a analysé, et donc on pourrait dire que c'est déjà arrivé, donc ça risque de se reproduire, c'est comme en 1921 qu'il n'y ait pas de pluie l'hiver. Et du coup, nos lacs ne se remplissent pas l'hiver et donc ne peuvent pas soutenir l'étiage. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, on en arrive à la gestion de la ressource. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les messages et toute la coordination au niveau du plan eau national sont très importants, notamment en termes de sobriété et d'adaptation des usages. Il faut travailler à différentes échelles, et notamment locales, territoriales au niveau des sous-bassins versants, pour qu'on ait, en fonction des seuils qu'on va atteindre, des plans réfléchis à l'amont et concertés surtout, pour de sobriété, parce que forcément, il y aura des conflits d'usage. Est-ce que cette question du risque ou des nouveaux risques qui apparaissent liés au dérèglement climatique, on doit aussi s'adapter? Je pense notamment aux villes qui sont en bordure de ces grands fleuves. Ce qu'on travaille dans le cadre de programmes d'action de prévention des inondations locaux, c'est d'embarquer tous les acteurs, collectivités et même monde industriel et même monde agricole pour en fait aller vers un territoire plus résilient et donc s'adapter. C'est-à-dire se dire on n'est pas protégé de tout, on ne va pas construire des murs de digues, etc. Mais donc on s'adapte aussi bien au niveau du monde agricole, mais aussi au niveau des villes. Et notamment l'adaptation du bâti est pour nous un des plus grands enjeux de ces prochaines années. Nous sommes dans des territoires qui sont exposés à des risques nouveaux, des risques qui existent aujourd'hui, mais aussi des risques d'inondation, etc. Et vous nous dites, mais au fond, il faut que les villes s'adaptent. Et alors ça, c'est un sujet important pour vous. Vous pouvez nous donner quelques exemples d'adaptation? Alors effectivement, et notamment, on a des partenariats avec des architectes pour en fait construire, alors déjà, mieux construire en zone inondable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne construit pas comme avant, entre guillemets comme avant, puisque on se rend compte que les très vieilles maisons qui ont été construites en zone inondable savaient qu'il ne fallait absolument pas avoir des sous-sols aménagés. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a oublié. Et en fait, il faut se rendre compte que la mémoire d'une inondation, elle est extrêmement courte. Mais vraiment très très courte, même si on a eu 2 mètres d'eau chez soi. On a tendance vraiment à oublier. Et donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que soit on adapte le bâti, c'est-à-dire qu'effectivement on n'aménage pas son sous-sol ou on l'aménage différemment si jamais il devient inondable,
Ou au contraire, on a des extrémités où, par exemple, je peux vous donner un exemple sur la confluence entre l'Yerre et la Seine. Donc à Villeneuve-Saint-Georges, il y a un quartier où en fait on rachète les maisons au fur et à mesure, on les démolit et on redonne le lit mineur et majeur à la rivière. Merci beaucoup en tout cas Emmanuelle. Je vous en prie.